et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alexandre, ça va faire bientôt 1 an qu'il y a cette guerre entre le Hamas et Israël et qu'on entend des experts dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait embrasement, il ne faudrait pas qu'on intègre d'autres joueurs dans la guerre. Et là, c'est fait avec le Hezbollah. Oui, et les choses se sont vraiment accélérées au cours des derniers jours. Pensons justement à cette attaque aux téléavertisseurs qui ont explosé simultanément. Même chose avec les walkie-talkies. Et là, les forces d'élite du Hezbollah qui, au cours justement de la fin de semaine, qui ont été grandement affaibli par des attaques également. Voici ce qui s'est produit au cours des dernières heures. L'armée israélienne a ciblé à peu près 300 sites du Hezbollah au Liban. Donc, on a bombardé, entre autres au moins 80 frappes aériennes en l'espace d'une demi-heure. Donc, on a intensifié les choses à un point tel que l'armée israélienne, Mario, a même conseillé aux Libanais de s'éloigner des cibles du Hezbollah dans toute la partie sud du Liban. Et dans les derniers jours, on a senti justement un pivotement de cette guerre-là, de la bande de Gaza, vers le nord, vers le Liban. Et ce que plusieurs craignent aussi, à un moment donné, c'est une accélération de la violence, un embrasement dans cette région-là aussi qui est parce une poudrière. Déjà, le Hezbollah, en fin de semaine, lançait aussi des roquettes, des missiles vers Israël, pas avec la même puissance de feu, pas avec la même puissance de frappe. L'objectif, il faut saisir que Israël a, dans sa partie nord, parce que ce qu'on appelle le Sud-Liban, c'est la frontière du nord d'Israël, et au nord d'Israël, des gens, on parle de quelques dizaines de milliers de personnes qui vivent plus chez eux, là. Et que depuis 1 an, depuis la guerre, on leur dit c'est trop dangereux, le Hezbollah est trop fort dans le Sud-Liban, ils vont tirer des roquettes sur vos maisons, sur vos quartiers. Fait que ces gens-là sont déplacés. Et là, Netanyahou, certains vont dire Netanyahou cherche la guerre, d'autres vont dire Netanyahou veut permettre, politiquement pour lui gagner en popularité, veut renvoyer ces gens-là dans leur maison, dire le nord d'Israël est sécurisé. Puis ça veut dire qu'il faut que le Hezbollah soit incapable de lancer des roquettes. Ça veut dire qu'il faut que tu démolisses tout leur arsenal, tout leur lieu d'entreposage de roquettes, toute leur rampe de lancement de roquettes. C'est peut-être pas fini les bombardements, mais là, qu'est-ce que va faire... C'est un peu la question, qu'est-ce que va faire l'Iran? Parce que le Hezbollah est situé en territoire libanais, mais financé et soutenu par l'Iran. Là, c'est ça. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Je pense que c'est le gouvernement de l'Égypte hier qui disait, là, on s'en va vers une guerre totale dans la région. Parce il y a quelques semaines à peine, Anthony Blinken, Joe Biden laissaient entendre qu'on était sur le point d'une entente, qu'on espérait un cessez-le-feu, qu'on était à un poil d'une signature sur un cessez-le-feu. On n'est plus là-dedans du tout. Le vent a tourné très, très, très rapidement, tu as raison. En fin de semaine, l'ONU aussi qui avertissait d'une catastrophe imminente. Puis parlant de l'ONU, le premier ministre Trudeau, lui, était à New York en fin de semaine pour le sommet de l'avenir de l'ONU. Prononcé un discours, a rappelé les engagements à l'international du Canada. Ça comprend aussi l'égalité entre les hommes et les femmes, lutte contre les changements climatiques. Et M. Trudeau va continuer quand même les rencontres, entre autres avec le premier ministre d'Haïti. Et à surveiller ce soir, c'est une entrevue sur The Late Show avec Stephen Colbert. M. Trudeau qui va faire une apparition à cette émission-là également sera l'hôte d'un événement avec la présidente de la Commission européenne sur les changements climatiques et la tarification du carbone. Mais dans cette rencontre-là, le sommet de l'avenir de l'ONU, toute la question justement du Liban, d'Israël et du Hamas, c'est revenu dans les discussions, Mario, là, c'est clair. Mais le Canada, c'est triste à dire, mais le Canada n'est plus un joueur... Cela a déjà été dans le passé, mais n'est plus un joueur dont l'opinion est attendue ou dont l'opinion pourrait faire une différence, secouer les colonnes du temple. On n'est plus là du tout. Je pense que le propos de M. Trudeau, je dis pas qu'il est pas respecté. Je pense qu'il est entendu, mais c'est pas comme il parle puis ça fait boum. Là, oubliez ça. Là, il parle puis ça fait comme on est parti prendre un café. Cricket. Ouais, c'est ça. On est parti se faire un café. Là. Donald Trump. Oui, Donald Trump qui a fait deux nouvelles sur lui. La première, l'idée d'un débat, d'un autre débat, il y en a déjà eu un début septembre, mais d'un deuxième débat est réapparu en fin de semaine. Oui, réapparu en fin de semaine, mais Donald Trump l'a écarté assez rapidement en disant, là, on n'a pas le temps de préparer ça, là, on est trop serré dans les dates, le vote est déjà commencé. Puis de toute façon, il l'a gagné, le dernier débat, dans son esprit. Alors, tu sais, comme un boxeur, l'analogie... Pas de match revanche pour Kamala, selon lui. L'analogie qu'il faisait, c'est, tu sais, quand tu perds un combat de boxe, là, tu veux un match revanche
si tu veux y aller, tu veux y aller. Moi, je suis champion, pas besoin d'y aller, ça m'intéresse pas. Et l'autre nouvelle, c'est qu'il a annoncé dans une entrevue qu'il n'allait pas se représenter à la présidentielle de 2028 si jamais, en novembre, il ne remporte pas la course à la Maison-Blanche. Alors, ça, c'est quand même... Tu sais, dans le fond, là, ce qu'il a annoncé, c'est que il ne se représenterait pas à une élection où il y aurait 82 ou 83 pour amorcer un mandat qui finirait à 87 ans. Là. On sent... Dans ma tête, ce qu'il a annoncé, c'était comme un peu évident. Là. Oui, on s'en doutait quand même, d'autant plus qu'il a... je pense qu'il le fait quand même pour créer un sentiment d'urgence chez ses électeurs. C'est maintenant ou jamais. Là, c'est si ça, vous voulez m'avoir. Mais c'est ça, pour dire à ses électeurs, tu sais, ceux qui l'aiment mais qui pourraient être tentés de pas aller voter ou, tu sais, qui doivent le jour leur dire, non, si vous voulez m'avoir, là, c'est la dernière... Non, mais c'est pareil comme les chambres d'hôtel, tu sais, que tu magasines, puis ils disent, il n'en reste que 2, il n'en reste... Les billets d'avion. Oui, les billets d'avion, il n'en reste que 3. C'est de la vente suppression. De la vente suppression, c'est votre dernière chance. Mais tu ris, mais c'est ça quand même. Tu sais, Donald Trump, on aura beau lui reprocher mer et monde, mais c'est quelqu'un, en ce qui concerne la vente, en ce qui concerne la mise en marché, il est excellent. C'est un excellent vendeur. Dans les sondages maintenant, puis plusieurs là, qui font état, là, c'est au coude à coude. C'est extrêmement serré. On sait à quel point les swing states, les États pivots vont être essentiels dans la course à la Maison-Blanche. Et en ce qui concerne le résultat, Trump s'engage pas non plus à reconnaître le résultat du prochain scrutin en novembre. Et il n'a pas mentionné clairement qu'il allait vraiment, sans condition, reconnaître le résultat au lendemain du 5 novembre. C'est un peu... S'il perd, bien sûr. S'il gagne, il va le reconnaître. C'est ça, c'est que s'il gagne, les règles ont été respectées, l'élection n'a pas été arrangée, il n'y a pas de tricherie. Mais s'il perd, c'est parce qu'il y a eu de la tricherie. C'est comme, OK. Mais en même temps, ça correspond à sa vision de base. C'est que lui, il vend l'idée qu'il n'a jamais rien perdu, qu'il perd jamais. Tu joues au Scrabble avec lui au Yum. Non, mais c'est vrai. Donald Trump ne perd pas. Donc, si tu joues au Yum avec lui et tu gagnes, ça prouve quoi? C'est les règles étaient truquées. C'est ça prouve que t'as triché. J'ai triché. T'as arrangé les dés, parce que Trump ne perd pas. Fait que s'il perd, c'est parce que c'était... Ou qu'Alex est très, très mauvais au Yum. Voilà, peut-être. Oui. Et il y a une autre nouvelle qui est sortie du champ gauche dans l'élection américaine. Oui, ça peut paraître un peu farfelu, mais ça revient un peu à certains propos de Donald Trump, à propos, justement, de la couleur de la peau de Kamala Harris. Et là, c'est la chanteuse pop Janet Jackson qui a déclaré que Kamala Harris, dans son esprit, n'est pas noire. Elle a fait cette entrevue-là avec The Guardian, qui est un média britannique. Elle est plutôt indienne, selon Janet Jackson. On lui a dit que son père était blanc. Et là, la reporter l'a corrigé à ce moment-là. Elle dit, non, le père de Kamala Harris est d'origine jamaïcaine, c'est un enseignant. Et malgré tout ça, malgré être en face des faits, Janet Jackson refusait de considérer officiellement la candidate démocrate comme étant une femme noire. Alors, ça relaie un peu les espèces de théories du complot, les faussetés qu'on a entendues, le discours de Trump par rapport aux origines ethniques de Kamala Harris. C'est quand même assez particulier, Mario. Mais c'est très, très, très branché sur notre époque. Là. C'est très 2024, mais... Je sais juste pourquoi Janet Jackson se mêle de ça. Puis à la limite, je veux dire, pourquoi elle devrait être contente de ça, là? Je sais pas. Il y a un bout qui m'échappe, il y a un bout que tu te demandes où ça va. Mais bon... On peut questionner son pouvoir d'influence aussi. C'est pas exactement Taylor Swift. Non. C'est plus autant que c'était. C'est plus ce que c'était. On se souvient de ce Super Bowl où on en a trop vu. Oui, ça a été pas mal le moment où on en a le plus parlé. Moi, je suis encore sous le choc. Je suis pas encore remis de ce traumatisme-là. Avec Justin Timberlake? C'était tellement une affaire de rien. On n'avait rien vu, puis tout ça, puis c'était quasiment rendu aux États-Unis. Oui. C'était quasiment comme si c'était monté tout nu sur la scène. Là, aujourd'hui, ça sera un petit lundi. Là. Oui. Tu nous parles aussi de François Legault, qui fait une rencontre aujourd'hui. On aurait pu penser que ce sont des gens qui se sont rencontrés fréquemment, mais non, c'est une première. Une première rencontre entre François Legault et le président de la Fédération des médecins spécialistes, le Dr Vincent Oliva. À l'ordre du jour, plusieurs dossiers, l'accès au bloc opératoire encore. Le syndicat n'a pas amorcé des négociations en vue de renouveler l'entente conclue l'an dernier. Mais là,
il y a plusieurs fronts là, sur le plan de la santé. Il y a celui avec les médecins omnipraticiens, les médecins de famille. Tu as la FIC aussi qui devra voter sur cette entente de principe dont on connaît maintenant un peu plus les grandes lignes. Ça a été dévoilé la semaine passée. Le vote va se faire à la mi-octobre. Mais c'est sûr qu'avec les médecins spécialistes, les enjeux sont quand même grands. Mais avec eux, la négociation n'est même pas commencée. Non, mais elle ne sera pas nécessairement plus facile. Ouais. Ah là, il y a des enjeux qui sont grands aussi. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que M. Legault en profitera pour se faire examiner ou quelques consultations. C'est tellement dur voir un médecin. Il y a une opportunité, il y en a un là. C'est tellement dur voir un médecin. Si t'as 1 heure avec un médecin, c'est le temps ou jamais. Tout ce bain de petit garde, un petit 5 minutes. Bon, on se demande encore qui va affronter Valérie Plante à la mairie de Montréal. Puis le temps commence à presser, Alexandre. Même souvent au municipal, ils se fondent des nouveaux partis. Mais là, on est rendu presque en octobre de l'année précédente. Il reste essentiellement dans 13 mois, là, on va arriver au vote. On va commencer à voter quasiment par anticipation. Et là, il y a le parti d'opposition à Montréal qui s'active. Oui, et c'est De Gazette qui nous dévoile ça aujourd'hui. C'est Ensemble Montréal qui va lancer sa course au leadership. Donc, à compter du 15 octobre prochain, maintenant, la date limite pour soumettre une candidature, on parle du 15 décembre. Donc, Mario, c'est 2 mois. Fait que ceux qui réfléchissent à la mairie de Montréal, il faut réfléchir parce que les candidatures ouvrent dans 2 semaines. Ben, c'est ça. Et là, bon, il y avait, entre autres, c'était la presse qui nous apprenait la semaine dernière que, bon, l'homme d'affaires Luc Poirier, est-ce qu'il envisage de se lancer ou pas? Lui, s'il va, on va savoir qu'il fait pas ça pour la paye. Non, là, ça, c'est sûr. C'est lui qui a vendu le terrain de Nordvolt, 200 millions. Je suis pas trop inquiet pour ces fins de mois. 240 millions, oui, je suis pas trop inquiet pour ces fins de mois. Et le nouveau chef d'Ensemble Montréal va être connu le 16 février prochain. De la façon que ça va se passer, avant le 16 février, il va y avoir une semaine de vote. Tous les membres du parti qui habitent Montréal vont pouvoir se prononcer. Et la procédure pour pouvoir déposer sa candidature, Mario, faudra amasser 200 signatures de membres du parti, dont 100 nouveaux membres. Amasser 15 000 $ également. Et ce sera une première vraie course quand même pour Ensemble Montréal, parce qu'en 2013, bon, création du parti, puis c'était Denis Coderre qui était candidat. À l'élection précédente, M. Coderre était revenu. Il y a eu des chefs par intérim entre-temps, mais là, ce sera une véritable course au leadership pour Ensemble Montréal. Mais c'est parce que généralement, là, 1 an avant, tu commences à savoir qui va se présenter à la mairie. Là. Donc, est-ce que Valérie Plante pourrait avoir le chemin quasi libre? Est-ce que des candidats solides, sérieux vont se pointer? Ça fait plusieurs mois qu'il y a des noms qui circulent, mais c'est jamais confirmé, ça va jamais nulle part. Alors, t'as raison. Mais tu sais, les enjeux vont être très, très grands. Tu sais, que ce soit toute la question de la mobilité à Montréal pour circuler, la question de l'itinérance, la question de la sécurité, la propreté, crise du logement, la liste est longue. Là. Ouais. Il y a une grosse annonce aujourd'hui dans le monde policier. C'est un partenariat entre le SPVM, le service de police de la Ville de Montréal, et le service de police du Nunavik, Mario. Donc, il y a des policiers des 2 corps qui vont être jumelés pour rencontrer des membres de la communauté Inuit qui sont à Montréal. Puis on sait aussi ça a été un enjeu de problème, un enjeu important, une problématique importante au niveau que ce soit de l'itinérance, que ce soit de la toxicomanie, santé mentale. Et on veut aussi renforcer le sentiment de sécurité de ces Autochtones dans la métropole. Alors, c'est une annonce aujourd'hui importante aussi dans la foulée aussi. Bon, on commémorera au cours de la prochaine semaine la mort de Joyce Echaquan. C'est tout dans cette foulée-là, Mario. Là. Mais il y a effectivement, on le voit à Montréal, là, il y a des gens des Premières Nations, poqués qui se retrouvent à Montréal et se retrouvent dans une situation d'itinérance et autres. Les cours de conduite... Moi, je vivais dans un rang. Là. Fait que quand j'ai eu 16 ans et 1 jour, j'étais assis les fesses sur les bancs, sur les cours de conduite pour avoir mon permis le plus vite possible. Oui. Mais est-ce qu'on doit rater l'école pour aller à ces cours de conduite? Ben, en tout cas, c'est la une du journal ce matin. Semble-t-il qu'il y aurait de plus en plus de jeunes qui s'absentent de leurs cours en classe pour suivre leurs cours de conduite. C'est pas le soir, c'est pas à des heures, ben c'est cours pratiques peut-être. Là, hein? Ben, c'est qu'il manque de personnel. Fait que souvent, les plages horaires sont plus limitées. Il y a des écoles de conduite qui offrent des formations principalement de jour du lundi au vendredi. Alors là, ça vient un peu en conflit avec l'horaire de classe, c'est clair. On a de la difficulté à recruter des employés et on observerait depuis la pandémie cette tendance-là de plus en plus souvent dans les différentes régions du Québec. Là, tu comprendras que le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a bondi, réagi en disant, ben là, c'est pas
pas une raison pour manquer l'école, d'avoir des cours de conduite. C'est pas acceptable, c'est injustifié. On peut pas justifier une absence en classe par mon enfant est parti suivre son cours de conduite, ça fonctionne pas. La SAC, de son côté, demande quand même aux écoles de conduite d'avoir des plages horaires qui sont appropriées aux élèves. Pensons aux fins de semaine, pensons au soir. C'est la moindre des choses. Techniquement, là, c'est priorité à l'école avec les problèmes de décrochage. On a demandé la même chose aux employeurs. Là, offrez pas des heures de travail aux jeunes qui vont les inciter à décrocher ou à rater des cours ou les mettre en danger d'échec. Je dirais la même chose aux écoles de conduite. Série télé, La Maison, est-ce que c'est un mariage étonnant? Ben là, c'est un peu pour nous permettre d'attendre le grand retour de Pods, la série qui va apparaître ici sur le Club Illico, probablement en mars prochain. En tout cas, La Collecte, c'est un retour aussi entre la collaboration Claude Legault et Pods. D'ici là, alors Pods s'intéresse... Mais La Collecte, on va être de retour dans le gros policier suspense, là. Ben, La Collecte, on parle de collecte de dette. Ouais, ça donne une idée, oui. Ouais, donc vas-y. Qu'a donc fait Pods dans l'intervalle? Mais là, il est à Paris. Et moi, je l'ignorais, mais il a collaboré à la super méga production Lupin. Aviez-vous suivi ça? Non, donc, j'ai suivi Lupin, mais je savais pas que Pods était mêlé à ça. Moi non plus. Alors ça, je l'ai appris. Excellente série, d'ailleurs. Absolument. Et on a pu voir à l'écran, avec Lupin, les moyens à l'écran. Quand les séries ont des budgets astronomiques. Quand ils courent sur les toits de Paris, là, tu dis, ça coûte quelques piastres filmer ça. Là. Et je pense que ça, sans vouloir réduire la collaboration, l'intérêt de Pods là, dans sa participation à La Maison, ça a dû peser dans la balance. Parce que, c'est une série qui s'intéresse à la haute couture. Pour un petit aperçu du ton, là, on va commencer par ceci.